Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goy. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un véritable calvaire. Le 20 septembre 2017, le corps carbonisé de Sophie Lyonnais, une jeune fille au pair française, est retrouvé dans le jardin de ses patrons à Wimbledon, au sud-ouest de Londres. Que s'est-il passé au domicile de ses employeurs ? Avec moi, vous entendrez les voix de Catherine et Patrick, les parents de Sophie, de Lilian, l'un de ses amis, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Toute petite déjà, Sophie Lyonnais avait toujours le sourire. En grandissant, la jeune fille rayonne. C'est à 20 ans qu'elle part à Londres pour garder des enfants. Un voyage dont elle ne reviendra jamais. Voici l'incroyable histoire d'une jeune fille au pair, assassinée par ses employeurs, dans des circonstances inimaginables. Pourquoi ils l'ont tapé à mort? Pourquoi ils l'ont brûlé? Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est inhumain. Même un scénariste hollywoodien n'aurait jamais imaginé quelque chose pareil. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. Sophie avait peur de Sabrina. Sabrina la manipulait. Qui peut faire ça? Comment a-t-on pu en arriver là? C'est complètement fou. Tout commence à Londres, le mercredi 20 septembre 2017. En cet après-midi ensoleillé, l'ambiance est plutôt paisible dans le très chic quartier de Wimbledon, au sud de la capitale. On est dans un quartier cossu du sud de Londres, dans la banlieue, quartier très calme. On est à côté des célèbres cours de tennis du tournoi de Wimbledon. Il est 15h, lorsqu'une habitante est intriguée par un important nuage de fumée qui jaillit de chez ses voisins. La fumée est quand même assez proche. Il n'y a qu'un mur de briques qui les sépare. La fumée est épaisse et puis il y a surtout une odeur qui se dégage assez incroyable. Elle se dit, il y a un feu, il y a quelque chose qui ne va pas. Visiblement, il y a un petit souci. La voisine est d'autant plus inquiète que dans cette confortable demeure vit une famille bien connue dans le quartier. Sabrina Quider et Wissem Medouni. C'est un couple de Français avec 2 enfants et puis une jeune fille au pair employée par le couple. Donc c'est pour ça qu'elle va justement appeler les pompiers. Lorsqu'ils quittent leur caserne, les pompiers ne le savent pas encore. Mais ce qu'ils s'apprêtent à y découvrir restera à jamais gravé dans leur mémoire. Lorsque les pompiers arrivent, ils toquent à la porte d'entrée. Un homme leur ouvre, Wissem Medouni. Ils sont face à un homme seul qui est en train de faire un petit barbecue. Il dit non, je suis simplement en train de faire un barbecue, vous inquiétez pas, il n'y a pas d'incendie, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, les pompiers vérifient. Effectivement, ils vont découvrir un premier barbecue avec un poulet qui est en train de cuire tranquillement. Et sur le côté, un brasier. Il demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et Wissem Medouni répond, je suis en train de faire brûler du mouton. Pour les pompiers, tout cela a l'air pour le moins suspect. Et en se rapprochant du foyer, ils vont faire une terrible découverte. Le pompier va découvrir quelques doigts, un nez également. Là, c'est la stupéfaction, vous imaginez, après service de pompiers, on est en plein quartier de Wimbledon, à Londres. Il s'agit d'un corps humain qui est en train de se consumer, qui a été brûlé. Il découvre une scène de crime.
Dans ce jardin de Wimbledon, dans ce quartier aisé, un homme était en train de faire brûler un corps humain. Évidemment, les pompiers alertent immédiatement les forces de police. Et aussitôt, Wissem Medouni est interpellé pour meurtre. À qui appartient le corps carbonisé dans le brasier? Le chef de famille est sommé de s'expliquer. Seulement, il ne semble pas du tout décidé à coopérer. Les policiers lui demandent quelle serait l'identité de la personne dont ils ont découvert des restes dans le bûcher. Et là, contre toute attente, il maintient qu'il s'agit d'un mouton. Et à partir de là, Wissem Medouni ne dit plus rien. Il garde le silence. Face au mutisme de son compagnon, les enquêteurs décident d'interroger Sabrina Quider. Mais la mère de famille semble comme foudroyée par la nouvelle. Elle comprend pas, elle est stupéfaite. Elle ignore ce qui se passe dans cette maison et ce qui s'est passé dans cette maison et ce que son mari est en train de faire. Et lorsqu'elle avait quitté quelques heures auparavant le domicile, tout était normal. Ce jour-là, Sabrina Quider est allée dans un parc avec ses enfants. Et lorsque les policiers lui demandent où se trouve la jeune fille au père, la maîtresse de maison répond qu'elle a tout simplement démissionné. Il y avait une nounou pour les enfants. Sabrina Quider, elle dit non, mais elle est rentrée, elle est repartie, elle est plus là. Effectivement, il y avait une jeune fille au père qui était là, mais elle est partie depuis 2 jours. Pour elle, c'est déjà du passé. Seulement, il y a quelque chose qui cloche dans les déclarations de Sabrina. Et ce sont les experts de la police technique et scientifique qui vont le découvrir. Les policiers vont extraire du brasier une paire de lunettes, un bracelet et des vêtements. Et ils vont présenter ces objets au voisinage. Ils reconnaissent que, tiens, ça me fait penser à la paire de lunettes que la jeune fille au père avait l'habitude de porter. Et puis ce bracelet-là, je l'ai déjà vu effectivement au poignet de la jeune fille au père. Pour les enquêteurs, Sabrina Quider, la maîtresse de maison, leur ment. La jeune fille au père n'a pas démissionné. Son corps était lentement en train de se consumer dans le jardin. Pour les enquêteurs, Sabrina a caché volontairement la présence de la fille au père, sachant pertinemment que c'est elle qui était en train de brûler dans le foyer. Sabrina Quider rejoint donc son compagnon en détention provisoire. Sans plus tarder, les enquêteurs britanniques chargent leurs homologues français de prévenir la famille de Sophie Lyonnais. Paron, dans l'Yonne, à 500 km de Londres. Il est 3 heures du matin lorsque les autorités françaises alertent les parents de Sophie. Catherine et Patrick sont divorcés. Pour eux, c'est le début d'un véritable cauchemar. Ça frappait à ma porte. Je me suis levée. J'ai ouvert la porte et là, j'ai vu les gendarmes. J'ai demandé qu'est-ce qui se passait. C'est la police de Troyes qui est venue frapper à la porte à 4h du matin, me demandant si j'étais le papa de Sophie. J'aurais dit oui. Et je commençais à paniquer un petit peu, donc ils m'ont dit de m'asseoir et ils m'ont annoncé le décès de Sophie. Ils m'ont annoncé qu'on a tué ma fille. Déjà pour moi, c'est impensable qu'elle soit morte, que depuis ma seule fille, ma fille unique. Je me suis complètement effondrée. J'étais vraiment en état de choc. Je paniquais, j'étais en pleurs, je hurlais partout. Et je suis venue dans la salle à manger, j'ai pris la photo qui est là à côté sur le buffet de Sophie. Pour moi, c'était irréaliste. C'était pas possible, c'était pas vrai. On a déchiré mon cœur et on a enlevé un bout de ma chair. Plus rien n'avait de sens à ce moment-là. La mort de Sophie est inconcevable
Pour ses parents, mais aussi pour Lilian, son meilleur ami, alors âgé de 17 ans. Quand j'ai appris son décès, je me mets à pleurer et je n'ose pas aller voir ma mère qui était là pour lui dire ce que j'avais. J'ai eu beaucoup de mal à me faire à l'idée qu'elle soit réellement partie, que je ne pourrais plus jamais lui parler. Et il n'y a pas de mots. C'est tout, il n'y a pas de mots. Et ce n'est pas l'examen du corps de Sophie qui va soulager la peine de ses proches. L'autopsie va révéler la sauvagerie dont elle a été la victime. À l'examen du corps de Sophie, le médecin légiste va noter, et d'une, elle était morte déjà avant d'être brûlée. Puis après, son corps porte la trace de multiples fractures. Des fractures à la mâchoire, des fractures aux jambes, des fractures au sternum et des côtes cassées. C'est un os extrêmement difficile à fracturer, le sternum. C'est souple et c'est très rare de retrouver des sternums fracturés. Cette jeune femme a été battue à mort. Elle a été battue sauvagement à mort. Aussitôt, l'affaire fait la une de l'actualité, en Angleterre comme en France. À Londres, une Française de 21 ans a disparu alors qu'elle était jeune fille au pair. Ses employeurs viennent d'être mis en examen pour meurtre. L'émotion est à son comble. Dans cette lettre, le président de la République en personne présente ses condoléances à la famille de Sophie. À Londres, l'enquête commence. Elle est confiée à la Metropolitan Police, plus communément appelée Scotland Yard, une référence en matière de police judiciaire, tout pays confondu. Et première surprise pour les policiers anglais, ici, dans ce quartier de Wimbledon, personne n'aurait imaginé que le couple qui employait Sophie puisse un jour faire la une des faits divers. Et pour cause. Wissem Medouni est un banquier de 40 ans qui semble avoir bien réussi. Wissem est un vrai gentleman, toujours chic. J'avais l'impression qu'il avait un sacré job, ou que c'était un dandy. Il aimait parler, blaguer. Il était toujours très sympa, il avait toujours le sourire et on s'entendait très bien. Un mec charmant. Si Wissem Medouni passe un peu inaperçu, Sabrina, elle, attire tous les regards. Il faut dire qu'à 35 ans, la belle brune ne peut laisser personne indifférent. C'est une sorte de femme fatale à la forte personnalité. Elle est jolie. C'est une séductrice. Elle était très agréable et très classe. Tous les hommes la regardaient. Tous disaient « Oh mon Dieu, elle est magnifique ». On peut dire que Sabrina Quider est une belle femme. Ouais, on peut dire ça. Tour à tour styliste ou maquilleuse, Sabrina évolue dans les milieux branchés de la capitale britannique. Comme en témoigne cette vidéo. La personne à gauche est une photographe et une maquilleuse. C'est une très très belle femme qui vient de Paris. Quand tu prends des photos, le plus important c'est d'être à l'aise et de sourire. Elle gravite dans le milieu de la mode, du mannequinat. Elle est assez people, comme on dit, hein. Pour son ami Joe Alvarez, photographe de stars à Londres, Sabrina n'a qu'une idée en tête, faire partie de la jet set. Je l'ai présentée à des célébrités. J'ai pris quelques photos. Ça la rendait vraiment heureuse. Sabrina a été attirée par le monde du showbiz comme un papillon par la lumière. Elle voulait être une star. Et d'ailleurs, la diva cultive sa ressemblance avec une célébrité américaine, et pas des moindres. Les gens pensaient que c'était Kim Kardashian. C'était marrant. Les gens la suivaient, lui réclamaient des selfies. C'est Kim Kardashian ? Je disais oui. S'il vous plaît, on peut prendre une photo ? Oh, Kim. On a vraiment bien rigolé. La mère de famille fait également preuve d'un caractère bien trempé.
Et selon son entourage, c'est elle qui mène son couple à la baguette. On sent qu'elle a du caractère. Wissem change totalement de comportement quand il est avec Sabrina. Il devient plus froid. Wissem est le toutou de Sabrina. C'est elle qui commande. C'est elle qui porte la culotte. Au-delà de leur caractère assez différent, rien dans le comportement de Sabrina et Wissem ne peut laisser penser qu'ils seraient des meurtriers en puissance. Et d'ailleurs, Sophie Lyonnais, la jeune fille au père, ne s'est jamais plainte de ses patrons. Tout commence 1 an et demi plus tôt, en janvier 2016. La jeune fille originaire de Lyon et titulaire d'un CAP petite enfance décroche cet emploi providentiel. Elle décide de devenir jeune fille au père par l'intermédiaire d'une copine qui lui a trouvé une annonce. Et ne trouvant pas de travail dans les environs, elle a accepté cette proposition de partir à l'étranger. Sophie m'avait dit, tiens papa, je vais partir à Londres, faire jeune fille au père. Je crois qu'elle voulait prendre son envol. Ça va être super et tout, ça va lui faire un peu d'argent, de l'expérience, tout ça. Donc elle est vraiment ravie à ce moment-là. Même si, bon, j'étais un peu triste qu'elle parte, mais j'étais surtout très content pour elle. Les 2 parents de Sophie ne roulent pas sur l'or. Catherine travaille dans un magasin de surgelés. Patrick, lui, est jardinier. Alors forcément, pour leur fille, l'opportunité est trop belle. Elle a des paillettes dans les yeux. Sa patronne pourrait lui faire rencontrer, voire peut-être des célébrités. J'ai des amis dans le show business, je connais plein de monde. Sophie a les yeux qui pétillent à ce moment-là. C'est le rêve qui va se réaliser pour cette petite gamine de province. Et en effet, dès son arrivée, la jeune fille au père est émerveillée par sa nouvelle vie à Londres. J'avais contact avec Sophie, qui me dit que tout se passe très bien, les enfants l'aiment beaucoup. Elle postait ses vidéos, ses photos. I will see you next time. Fascinée par Sabrina, sa patronne, la jeune provinciale se transforme à son contact. Une fois, Sophie a fait une séance de photos avec sa patronne. Donc, elle les avait postées sur Facebook, elle m'en avait envoyé quelques-unes. Déjà, je me dis qu'elle est jolie et que ça lui va bien. Je partais confiante, oui. Personne ne pouvait imaginer qu'elle allait trouver la mort au bout de son rêve. Je comprends pas ce qui s'est passé dans cette maison. Alors, pourquoi la jeune Française a-t-elle été battue à mort et brûlée dans ce pavillon de Wimbledon ? Les policiers comptent sur la maîtresse de maison plus bavarde que son compagnon pour leur apporter des réponses. Seulement lorsqu'elle est interrogée, Sabrina Quider nie toute participation au crime. Quider, elle dit qu'elle n'a rien à voir dans la mort de Sophie. Elle affirme que Wissem est à l'origine de la mort de cette jeune fille au père. Elle dit, c'est pas moi, c'est lui. Non seulement Sabrina dit être totalement étrangère au meurtre de Sophie, mais elle va dresser un portrait de sa jeune fille au père, pour le moins exécrable. Sophie est une paresseuse, elle ne fait rien dans la maison. Elle en fait vraiment un portrait épouvantable, en disant qu'elle se prenait pour une princesse, qu'elle s'occupait mal des enfants. Les choses ne se sont pas bien passées avec Sophie. Elle était obligée de lui faire des remarques. C'était pas une bonne nounou, c'était une feignante. Voici ce que Sabrina déclare aux enquêteurs. La plupart du temps, Sophie était au téléphone, assise dans le canapé. Elle attendait de nous qu'on la serve. C'est comme si nous travaillions pour elle et pas elle pour nous. Sophie, d'après Sabrina, avait de mauvaises fréquentations. Elle buvait. Elle dit que Sophie était une voleuse, qu'elle a constaté qu'il y a des bijoux qui avaient disparu chez elle.
Le couple Wissem et Sabrina ont été victimes de leur bon cœur en recevant chez eux une mauvaise fille qui ne faisait pas son travail, qui menait une vie de débauche et qui en plus les volait. Mais pour Sabrina Quider, il y a beaucoup plus grave. Sophie l'aurait trahi. En effet, elle soupçonne la nounou d'entretenir une liaison avec son ex-compagnon, un certain Mark Welton. Elle affirme que Sophie a fait la connaissance de son ex sur Facebook. Sabrina va même reprocher à Sophie d'être non seulement en relation directe avec son ex, mais aussi de flirter justement avec lui, de le retrouver dans des maisons, dans des chambres d'hôtel, tous les deux. Et pire, selon Sabrina, Sophie donnerait à ce Mark Welton son plus jeune enfant en pâture. Mark Welton est le père biologique du dernier enfant. Profitant de l'absence de la maman, Sophie aurait amené le petit dernier au domicile de Mark Welton. Sophie emmenait le plus jeune des enfants pour qu'il se livre à des agressions sexuelles, des viols sur ce gamin de 4 ans. Elle va jusqu'à l'accuser de pédophilie. Toujours selon Sabrina, c'est dans ce contexte malsain que dans la nuit du 18 au 19 septembre, Wissem aurait commis l'irréparable. Face à la monstruosité de l'acte commis par Sophie, il a totalement pété les plombs. Face à la situation, il était tellement en colère que il l'a frappé, le coup est parti comme ça, que sa tête a rebondi contre le carrelage. Et elle est tombée en arrière et elle est morte. En gros, c'est un accident. Pris de panique, le couple aurait alors décidé d'un commun accord de se débarrasser du corps de la jeune fille au père. Et ils ont décidé de brûler le corps. Voilà, on l'a brûlé et on a voulu protéger les enfants, la famille, on l'a brûlé. Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Elle était dans sa chambre en train de dormir. Je dormais quand ça s'est passé et je l'ai su après. Voilà, on en est là. Une nounou dépravée et malveillante qui aurait poussé à bout ses employeurs. Si on l'écoute, Sabrina aurait donc fait entrer le diable chez elle. Difficile à croire, mais Wissem Medouni va venir confirmer la version de sa compagne. Et il s'accuse d'avoir tué Sophie Lyonnais. C'est moi qui l'ai tuée. C'est un accident, mais quelque part j'en porte la responsabilité. Et ce n'est pas tout. La patronne de Sophie aurait des preuves qui accablent la jeune fille au père. Pour montrer sa bonne foi, Sabrina va amener aux enquêteurs une lettre manuscrite d'aveu de Sophie qui reconnaît que oui, elle a bien commis de tel ou tel fait grave que Sabrina lui reproche. Voici ce que la jeune fille au père confesse. Mark Welton m'a demandé de venir le voir. Il a commencé à toucher ma poitrine. Ensuite, il m'a embrassé dans le cou. Mark m'a proposé de l'argent et il m'a demandé de revenir avec le petit dernier de Sabrina. Après vérification, la lettre est authentifiée, c'est bien l'écriture de Sophie Lyonnais, la nounou. C'est un véritable coup de théâtre. Sophie confirme qu'elle était complice de Mark Welton. Cependant, les proches de Sophie Lyonnais ne peuvent pas croire un instant que la jeune fille a écrit ces mots. Pour eux, tout cela est insensé. C'est pas ma fille. Ma fille ne ferait jamais de mal à qui que ce soit, même pas une mouche. Elle était là pour s'occuper des enfants, pas pour leur faire du mal. Sincèrement, je pense que absolument toutes les accusations que Sabrina a portées à l'encontre de Sophie sont fausses. C'est impensable. Ma fille, c'est un ange, c'est pas un démon.
Elle est trop douce, trop simple pour faire quoi que ce soit. C'est surréaliste tout ce qu'elle raconte. C'est une grosse menteuse, vraiment n'importe quoi. Mais alors, pourquoi Sophie Lyonnais aurait-elle livré ses aveux totalement invraisemblables? Les policiers en sont persuadés. Sabrina, la maîtresse de maison, ne leur a pas dit toute la vérité. Et la suite de l'enquête va leur donner raison. D'abord, en interrogeant les amis du couple à Londres, il s'avère que la nounou était loin d'être la princesse incompétente que décrit sa patronne. Les enfants ne la quittaient jamais. Elle les prenait toujours par la main. Elle tenait plus ou moins le rôle de mère. Les enfants étaient plus proches d'elle que de leur maman, car elle passait plus de temps avec eux. À chaque fois que nous parlions avec Sabrina et qu'un des enfants pleurait ou avait besoin de quelque chose, elle se précipitait pour les réconforter et pour ne pas qu'ils nous dérangent. Elle faisait très bien son boulot. Elle était attentionnée, toujours aux petits soins avec les enfants. Elle adorait les enfants. Voici Arnie. C'est une voisine de Sabrina. Elle connaît bien la nounou. Et selon elle, non seulement Sophie ne chômait pas, mais elle était même totalement exploitée. Sabrina profitait d'elle. Elle travaillait de très longues heures. Elle se levait même les jours où elle aurait dû être en repos, comme le dimanche, pour amener les enfants à l'église, par exemple. Je trouvais que Sophie faisait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Sophie s'occupe de tout, doit faire à manger, doit faire le ménage en plus. Et elle va faire des heures et des heures de travail, du matin au soir, voire même la nuit, sans jour de congé, sans vacances, sans rien. Pendant 1 an et demi, Sophie ne va pas pouvoir rentrer chez elle, ne serait-ce qu'à Noël. On apprendra que Sophie, contrairement à ce que Sabrina Quider avait dit à sa mère, qu'elle avait un compte bancaire en Angleterre sur lequel lui était versé son salaire, elle n'a pas de compte bancaire en Angleterre. Sophie n'a jamais été payée. Clairement, Sophie est l'esclave de ce couple. Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast consacré à l'affaire Sophie Lyonnais. Dans la seconde partie, vous allez voir que la jeune fille a été la victime d'un couple impitoyable et tortionnaire. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode, consacré à l'affaire Sophie Lyonnais, vous allez voir que la jeune fille a été la victime d'un couple impitoyable et tortionnaire. Avec moi, vous entendrez les voix de Catherine et Patrick, les parents de Sophie, de Lilian, l'un de ses amis, celles des avocats et des journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Et ce n'est pas tout. Michael, restaurateur et proche du couple, va livrer un témoignage capital aux enquêteurs. 5 mois avant sa mort, Sophie lui a fait de terribles révélations. Sophie est venue me voir. Je vois sur son visage qu'elle avait les larmes aux yeux. Et elle s'est mise à pleurer. Je lui ai demandé, « Sophie, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, elle m'a dit, « Sabrina me frappe. » Quand j'ai entendu ça, je lui ai demandé pourquoi Sabrina t'a battu. Elle a répondu que le beurre était tombé du réfrigérateur. Totalement sous le choc, Michael a bien tenté d'aider la jeune fille au père. Alors je lui ai dit, Sophie, écoute, je vais te trouver un logement. Tu pourras déménager, tu pourras travailler ailleurs et obtenir de l'argent. Tu seras plus heureuse. Mais Sophie ne va pas saisir la main tendue par le restaurateur. Depuis, je n'ai plus jamais revu Sophie. Elle avait peur de Sabrina. On voyait la peur sur le visage de Sophie, dans ses yeux, dans son langage corporel, dans son comportement. La voisine avait donc bien, elle aussi, remarqué que Sophie souffrait et était totalement sous l'emprise de sa patronne.
Sabrina la contrôlait. Elle contrôlait les sorties de Sophie, ses appels téléphoniques, des choses comme ça. Sophie devait appeler sa mère de l'extérieur pour pouvoir lui parler. Une jeune fille au père battu et corvéable à merci. De toute évidence, Sabrina Quider, sa patronne, a menti. Et ce ne serait pas son seul mensonge. Pour vérifier les lourdes accusations de Sabrina à l'encontre de Sophie et de son ex-compagnon, les enquêteurs vont interroger Mark Welton. Il a 43 ans et ce n'est pas n'importe qui. Juré dans des émissions musicales, l'homme est en fait une star internationale. L'ex de Sabrina, Mark Welton, est un magnat du show business. C'est un beau gosse, toujours la chemise ouverte, blond, c'est un Irlandais qui a fait fortune dans la production musicale. Mark Welton est le fondateur du groupe Boyzone. Ils ont eu beaucoup de succès. Il est le producteur de Lady Gaga, Jennifer Lopez. Alors forcément, pour Scotland Yard, l'existence d'une liaison entre Sophie Lyonnais et la star est difficile à avaler. Quel est le lien possible entre cette jeune fille au père de 21 ans qui vient de sa campagne profonde française avec cette star du monde musical? Ça paraît totalement incohérent. Qui imaginerait qu'elle emmenait le plus jeune des enfants rencontrer Mark Welton pour qu'il se livre à des agressions sexuelles, des viols? On ne peut pas imaginer ça. Mark Welton nie en bloc avoir eu une relation avec la jeune fille au père. Comme ici, lors d'une interview accordée à la télévision anglaise. Je n'ai jamais rencontré Sophie. On n'a jamais échangé de messages, ni par texto, ni sur les réseaux sociaux. Ça n'est jamais arrivé. C'est complètement fou. Et pour prouver sa bonne foi, la star va même apporter la preuve irréfutable qu'il est innocent. Dès que la police m'a contacté, je leur ai donné mon passeport, tous mes téléphones. Je leur ai donné tout ce que j'avais. Je n'étais même pas en Angleterre au moment des faits. Scotland Yard va vérifier. Et on va s'apercevoir que ça fait plus d'1 an que Mark Welton n'est pas venu en Angleterre. Il vit à Los Angeles. Mark Welton n'a jamais commis d'agression sexuelle sur des enfants. Et l'homme va faire des révélations. Si Mark Welton est surpris de tout ce dont l'accuse Sabrina, quelque part ça ne l'étonne pas. En effet, selon la star, ces accusations ne seraient qu'une nouvelle attaque dans la guerre que lui livre son ex-compagne. Et Mark Welton de raconter aux policiers une histoire diamétralement opposée à celle de Sabrina. Une histoire qui débute pourtant comme un film hollywoodien. La love story entre Quider et Mark Welton, c'est coup de foudre à Notting Hill. Il va à la banque et il croise Sabrina. Et là, il y a une espèce de flash. Il tombe éperdument amoureux de cette magnifique femme. Et bing, voilà, ça commence à ce moment-là, comme ça, sur un coup de foudre. Pour Sabrina, c'était énorme. Rencontrer un homme qui était le leader d'un boys band. Pour elle, c'était génial. Seulement, et toujours selon Mark Welton, la love story aurait vite viré au cauchemar. Mark Welton décrit le comportement de Sabrina comme une caractérielle, donc un peu hystérique, comme une paranoïaque. 2 ans après leur rencontre, Sabrina et Mark se séparent. Mais selon le producteur, la belle l'aurait très mal accepté. Et à partir de ce moment-là, elle va dévoiler son vrai visage et ses désirs de vengeance. Elle en veut terriblement à Mark Welton. Elle ne lui occasionne que des soucis, elle le harcèle, elle lui mène une vie d'enfer. Sabrina Quider, elle accuse des pires mots, mais en revanche, elle veut énormément d'argent.
Mark Walton explique aux enquêteurs qu'à partir du moment où il coupe les robinets financiers, Sabrina a une réaction ultra violente, c'est-à-dire qu'elle lui déclare la guerre. Alors, Sabrina serait-elle prête à tout pour se venger de Mark Walton et obtenir de lui de l'argent? Les enquêteurs vont en fait découvrir avec effroi qu'elle est encore plus dangereuse que ce qu'ils imaginaient. Car pour arriver à ses fins, Sabrina a mis en place un plan machiavélique, quitte à commettre les pires sévices. Les policiers vont apprendre que durant les 2 mois qui ont précédé sa mort, Sophie, la jeune fille au père, était comme séquestrée. On a interrogé quand même un certain nombre de commerçants. On sait que Sophie, elle sortait plus. Les gens du quartier ne la voyaient plus depuis un moment. On ne la voit pas aller chercher les enfants à l'école. On ne la voit pas nécessairement faire des courses. Un peu comme prisonnière. C'est dans les téléphones portables des 2 suspects, Sabrina et Wissem, les employeurs de Sophie, que les enquêteurs vont apprendre l'incroyable vérité. On va découvrir sur le portable de Medouni une photo qui montre Sophie manifestement quelques jours avant sa mort. Il y a dans ce dossier une capture d'écran qui est particulièrement terrible. Cette photo, la voici. Insoutenable. La jeune fille de 21 ans y est totalement méconnaissable. On voit Sophie, le visage complètement émacié, elle regarde dans le vide par terre. Elle est squelettique. Son visage est fermé, éteint. Elle est morte vivante quelque part. On voit une Sophie complètement métamorphosée. Et là, on prend la mesure et l'ampleur des sévices dont Sophie a été victime. J'ai pas de mots, vous voyez, les mots me manquent. C'est monstrueux, quoi. Pourtant, le pire reste à venir. Car en plus d'être privée de nourriture, Sophie a été torturée pendant plus de 6 semaines. Les enquêteurs vont découvrir sur les téléphones portables de Sabrina et de Wissem des enregistrements d'interrogatoires que le couple aura fait subir à Sophie pendant des heures, jour et nuit, et ça sur les 6 dernières semaines de sa vie. Nous avons pu visionner l'un des interrogatoires sidérants que Sabrina Kouider et Wissem Medouni ont infligé à Sophie. Ils font tout pour la faire avouer des choses invraisemblables qu'elle n'a jamais fait, qu'elle a eu des relations sexuelles avec Mark Walton et qu'elle a amené notamment le dernier fils de Sabrina au domicile de Mark Walton pour que celui-ci puisse en abuser. Voici la retranscription de cet interrogatoire. Tu as fait une très grosse connerie, Sophie. Tu as livré un enfant de 4 ans à un pédophile. Marc t'a payé, Sophie, j'ai des preuves. Tu peux pas repartir chez toi sans tout nous dire. Je n'ai pas le souvenir d'être allée chez quelqu'un avec le petit. On voit sur les vidéos le comportement de Sophie. Elle est totalement abasourdie par ces interrogatoires. Elle comprend pas ce qui lui arrive. C'est pas possible, de quoi on m'accuse? Mais où est-ce qu'ils vont? C'est une blague et on va se réveiller à un moment donné. Mais pas du tout. On entend les questions, mais multiples. À vous, Sophie, à vous que tu conduisais les enfants là-bas, à vous que tu les as portés à Mark Walton. Tout est bon pour extorquer les aveux imaginaires à la pauvre nounou, y compris des séances de torture dans la baignoire familiale. On plonge la tête de Sophie dans l'eau, on la ressort jusqu'à ce qu'elle avoue. C'est incroyable. Elle a été torturée, on a joué avec elle comme un objet, jusqu'au bout, du bout dans l'horreur. Désormais, les policiers en ont la preuve. Les fameux aveux de Sophie ont été obtenus sous la torture. Et aussi fou que cela puisse paraître, la jeune fille au père a été l'instrument d'un plan machiavélique. Pour Sabrina et Wissem, dans leur logique,
Sophie était la proie idéale par laquelle il pouvait atteindre Mark Walton, pour laquelle il pouvait enfin se venger d'une certaine manière. Le but était clairement de soutirer un maximum d'argent à Mark Walton en le faisant chanter, en lui présentant ses aveux, entre guillemets, où clairement Sophie le désignait comme un pédophile. Pour les proches de Sophie, c'est la descente aux enfers. Avant d'être battus à mort et brûlés, ils apprennent que la jeune fille a souffert le martyre. Et le plus terrible, c'est cette photo abominable retrouvée par les enquêteurs. Déjà pour moi, ce n'était pas ma fille, parce qu'elle était amaigrie, c'était quelqu'un d'autre. Sophie a été privée de manger pendant combien de temps? Pendant combien de temps ils ne l'ont pas nourrie pour la voir comme ça? Et j'en suis encore très choquée. Et c'est la dernière fois que je vois Sophie sur cette image. Quand je vois ça, ça me fait peur. Ça me choque terriblement de savoir qu'elle a subi toutes ces choses pour un motif pareil, inexistant, complètement inventé. C'est vraiment terrible. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal de voir ma fille dans cet état, de voir tout ce qu'elle a subi et de me dire qu'elle a été vraiment très courageuse. Ça fait très mal d'entendre tout ça. Si les preuves révèlent que Wissem Medouni et Sabrina Kouider sont des menteurs, doublés de tortionnaires, reste à savoir lequel des deux a tué Sophie Lyonnais. Car souvenez-vous, à ce stade de l'enquête, le compagnon de Sabrina s'accuse du crime. Wissem exonère Sabrina de l'acte criminel, affirmant qu'au moment où les faits se sont déroulés, elle était dans sa chambre en train de dormir. Medouni, il s'accuse du meurtre de Sophie en disant c'est un accident. Mais pour les policiers, il s'agirait là d'un énième mensonge. Au regard des interrogatoires, on peut imaginer qu'ils sont unis, Sabrina et Wissem, dans ce crime. Et c'est un témoignage accablant qui va venir le confirmer. À Londres, les policiers auditionnent le fils aîné de Sabrina Kouider. Le petit garçon de 9 ans va leur faire des révélations glaçantes. Dans la nuit du 18 au 19 septembre, il a été réveillé par des bruits qui proviennent de la salle de bain. Intrigué par ces bruits, il sort de sa chambre, il s'approche. Et là, il entend à l'intérieur à la fois la voix de son beau-père, Wissem, et puis également la voix de sa mère, et puis les cris de Sophie. Le fils aîné entend des splashs, des éclaboussures partout, des cris derrière la porte de la salle de bain fermée, voit même de l'eau sortir de sous la porte. Cet enfant est témoin, sans voir évidemment la scène, il est témoin auditif de la torture qui est effectuée sur Sophie. Mais c'est surtout la suite du récit du jeune garçon qui va interpeller les enquêteurs. Car le lendemain, sa nounou avait littéralement disparu. Le lendemain, le fils aîné de Sabrina demandera à sa mère qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit. Et Sabrina éludera la question en disant simplement que Sophie est partie. C'est-à-dire on ne la reverra plus. Et, voilà. Et le fils aîné de Sabrina dira une chose incroyable. Il dit qu'elle lui paraît beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus détendue. Et j'ai vu ma mère comme heureuse et soulagée. À entendre le fils aîné, Sabrina Kouider et Wissem Medouni seraient donc tous les deux responsables de la mort de Sophie. Au
Aussitôt, le couple est mis en examen pour assassinat et destruction de cadavres. Et voici, selon les policiers, ce qui se serait passé au 164 Wimbledon Park Road, la nuit du 18 au 19 septembre 2017. Cette nuit-là, à l'agonie, au terme d'un énième interrogatoire, Sophie avoue. Sophie veut que ça s'arrête. Elle est prête à avouer finalement n'importe quoi. Et là, elle va dire oui, effectivement, j'ai vu Mark Walton, oui, évidemment, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous imaginez 6 semaines d'interrogatoire? 6 semaines. 6 semaines où il lui pose les mêmes questions jusqu'à ce qu'elle avoue. Et sans le savoir, la jeune fille viendrait de signer son arrêt de mort. Wissem et Sabrina ont leurs aveux, sauf que visiblement, c'est pas assez. Après avoir agi comme ils ont agi, ils ne pouvaient pas la laisser vivante. Elle aurait parlé un jour. Elle aurait raconté ce qu'elle subissait. Donc il fallait la tuer. C'est là, dans le huis clos de la salle de bain, qu'il va y avoir un déchaînement de violence incroyable. On sait qu'elle était multifracturée et qu'elle a dû subir et recevoir un certain nombre de coups très violents. Sophie Lyonnais est morte. Il faut désormais se débarrasser des preuves du crime. Et voici, selon les policiers, comment le couple s'y serait pris. Dans un premier temps, le corps, ils vont avoir l'idée de le mettre dans une valise. Ils vont le dissimuler sous un lit, dans une chambre, sous le lit de la chambre des enfants. Pendant 2 jours, le couple va tenter de vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. Sur ces images de vidéosurveillance, on voit Sabrina Quider faire des achats. Ou bien Wissem Medouni accompagner les enfants à l'école. L'air de rien. Ce n'est que le 20 septembre que le couple va enfin trouver une solution. Éliminer le corps de Sophie et toutes ses affaires par le feu. Et c'est Wissem Medouni qui va s'en charger. L'idée, c'est vraiment de faire brûler le corps de Sophie et qu'il n'en reste rien. Même pas une branche de lunettes. Rien du tout. Le fait de brûler à la fois le corps et sa valise, l'objectif est clair, c'est de faire croire qu'elle a disparu ou en tout cas qu'elle est partie. Si les pompiers n'étaient pas venus, si un voisin n'avait pas été alerté par l'odeur et par la fumée pestilentielle, on aurait dit non, elle a disparu. Il serait débarrassé des cendres, c'était presque le crime parfait. Reste tout de même une interrogation. Pourquoi Sophie Lyonnais ne s'est-elle pas échappée de cette maison de l'horreur? Elle a été séquestrée et torturée. C'est-à-dire qu'elle était dans un état d'impuissance totale. Ses papiers d'identité lui ont été confisqués. Sans papier, elle ne peut pas voyager, elle ne peut pas repartir en France. Elle est bloquée. Elle n'a pas pu s'enfuir. Puis après, quand on voit son état physique, elle n'a plus la force. Prisonnière de ses employeurs, il est également impossible pour Sophie d'alerter ses proches en France. Le portable de Sophie a été confisqué par Sabrina Quider. Donc les seuls appels qu'elle pouvait passer, c'était avec le portable de Sabrina Quider, en présence de Sabrina Quider. Je lui ai dit tout va bien, tout se passe bien. Oui, oui, maman, ne t'inquiète pas, je vais rentrer. J'ai dit, t'es sûre, parce que ça fait plusieurs fois que tu me dis ça, que tu ne rentres pas. Elle m'a dit, oui, maman, c'est sûr, c'est bon, je vais rentrer. Aujourd'hui, Catherine réalise que pendant les 6 semaines qu'aura duré le calvaire de sa fille, elle a été totalement manipulée par Sabrina, qu'elle avait parfois au téléphone. Et je lui ai fait part de mon inquiétude.
Sabrina me dit « Je considère votre fille comme ma sœur, je la protège, j'y ferai pas de mal. » Elle me rassure à chaque fois en me disant que tout va bien, qu'elle ne peut pas se permettre de rester sans nounou pour les enfants. Cette Sabrina m'a complètement trompée. Elle m'a raconté des bobards pour garder Sophie et vouloir en faire ce qu'elle voulait. On n'avait pas d'appel au secours. On aurait eu un appel au secours, comme je dis, on aurait bougé. J'ai pas pu sauver ma fille. Je me sens un peu coupable aujourd'hui de ne pas avoir été à ses côtés pour la ramener en France. À Londres, le calvaire vécu par Sophie ne cesse de hanter Michael, le restaurateur, et Arnie, la voisine. Tous les deux s'en veulent de n'avoir pas su tirer la jeune fille de cet enfer. Je ne sais pas pourquoi Sophie n'a pas accepté l'offre que je lui ai faite. J'aurais dû prendre un peu plus d'initiative pour la convaincre. Tu te sens parfois coupable, tu sais. Je ne savais pas quelle attitude adopter. Oh mon Dieu. J'aurais pu la sauver et je ne l'ai pas sauvée. J'aurais pu l'aider à rentrer en France. Je suis triste parce que je suis aussi une mère. Ton enfant a disparu. Tu ne l'as pas vue depuis plus d'1 an et demi. Et tu ne la reverras jamais. Et c'est ce que je ressens en ce moment. Oui, ça a été dur. Londres, le 19 mars 2018, 6 mois après la mort de Sophie Lyonnais. À la cour criminelle d'Old Bailey s'ouvre le procès de Sabrina Kouider et Wissem Medouni. Tous les deux risquent la prison à perpétuité. Pour la famille de Sophie, l'épreuve est insoutenable. J'avais beaucoup d'appréhension qu'à me retrouver face aux assassins de ma fille. Ça a été très dur. J'étais là pour Sophie, pour lui dire, tu vois, je suis là. Je suis à tes côtés, je suis là, maintenant pour toi. Mais les parents ne sont pas au bout de leur peine, car les deux accusés ne vont rien leur épargner. Wissem, jusqu'à là, il affirmait que c'était une mort accidentelle, que Sabrina n'était pas là au moment où la mort est intervenue. Or là, à l'audience, Wissem va prendre la parole pour dire le contraire. Et dira non, je plaide non coupable et je ne suis pas coupable du meurtre. Et à partir de ce moment-là, ils ne vont faire que se renvoyer la balle l'un l'autre. Évidemment, la nouvelle version de Wissem ne colle pas. On sait par le fils aîné qu'il a entendu à la fois son beau-père et sa mère dans la salle de bain. Ils sont tous les deux coupables, même si aucun des deux veut dire on l'a tué ensemble. Je pense que durant des mois, Sabrina a fait du bourrage de crâne à Wissem sur Mark Walton et au bout du compte, elle l'a endoctriné. Elle a réussi à emmener Wissem Medouni dans un délire complet que Wissem a complètement intégré. Il s'est complètement immergé dedans. Mardi 26 juin 2018, 3 mois et demi après le début du procès, la haute cour criminelle d'Old Bailey rend son verdict. Wissem Medouni et Sabrina Kouider ont été reconnus coupables d'avoir tué Sophie Lyonnais. Ils ont été tous les deux condamnés à exactement la même peine, ça veut dire la perpétuité, avec une période de sûreté de 30 ans. Ce à quoi ils ont rajouté pour les deux 5 ans et demi supplémentaires pour la destruction du cadavre. Donc, en sortant de ce tribunal, le couple est condamné respectivement à minimum 35 ans et demi de réclusion criminelle. Et ça m'a fait un grand soulagement d'apprendre cette nouvelle. Vraiment, là,
C'est tout le procès qui s'est écoulé. J'ai pu dire ouf, ça y est, c'est fini. Ils ont eu ce qu'ils méritent. Le soulagement de la famille sera de courte durée, car suite à cette condamnation, les deux accusés ont fait appel. 9 mois après sa mort, Sophie Lyonnais repose en paix auprès des siens en France. Mais pour ses parents, rien ne pourra leur faire oublier la perte de leur enfant. Elle a quand même eu beaucoup de courage pour tenir jusque-là. Beaucoup. Les images de ma fille que je garde en tête, c'est les derniers jours avant qu'elle parte en Angleterre. Une jeune fille rieuse, splendide, en train de manger la vie à pleines dents, quoi. J'aime ma fille, elle sera toujours dans notre cœur. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Sophie Lyonnais. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. Et bien sûr, s'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire sur l'appli RTL, rtl.fr et toutes les plateformes partenaires. Je vous dis à bientôt. C'était un été qui n'en finissait pas, un été moite, lourd, où la chaleur semblait coller au mur comme un secret qu'on ne pouvait plus arracher. Le village, tapi au creux de ses collines, avait cette tranquillité trompeuse des lieux où rien ne semble jamais bouger, où chaque rideau se soulève au même rythme, où chaque pas sur le pavé résonne comme une habitude. Mais derrière les façades de pierre et les volets bleus écaillés, quelque chose brûlait en silence. Le 17 juillet 1993, un couple s'évanouit de la surface du monde. Pas de cris. Pas de témoins, pas même une trace de lutte. Juste un vide brutal, une absence qui allait hanter le pays pendant des décennies. Ils s'appelaient Claire et Antoine. 2 prénoms simples, presque banals, mais qui allaient devenir l'obsession d'une génération entière d'enquêteurs, de journalistes et de voisins. On les avait vus la veille au café du coin, partageant un verre de vin rouge comme n'importe quel samedi soir. Le lendemain, leur maison était vide. Les chaises encore repoussées, comme si l'on s'était levé à la hâte. La cafetière pleine, le linge humide, oublié dans la machine. Un quotidien interrompu net, comme une respiration coupée en plein milieu d'une phrase. La police locale avait d'abord hésité. Après tout, combien de jeunes couples disparaissent volontairement, fuyant dettes, disputes ou une vie trop étroite? Mais quelque chose, dans l'air lourd de cette maison figée, disait autre chose. Les proches insistaient. Claire et Antoine n'étaient pas des fuyards. Elle, institutrice passionnée par ses élèves. Lui, technicien en mécanique, connu pour sa ponctualité presque militaire. Rien, absolument rien, ne laissait croire à une fuite volontaire. Et pourtant, les jours passèrent, puis les semaines, sans la moindre nouvelle. Ce qui frappa les enquêteurs, ce fut d'abord l'absence de scène de crime. Pas une goutte de sang, pas un éclat de verre, pas même une serrure forcée. La maison semblait intacte, à l'exception de ce détail obsédant. Le lit défait, les draps froissés, comme si la nuit avait été interrompue par une présence invisible. Les chiens du voisin n'avaient pas aboyé. Aucun témoin n'avait vu une voiture suspecte. Rien, le vide. Et dans ce vide, la rumeur enfla. Les uns parlaient d'un accident dissimulé, d'autres d'un règlement de compte lié à un secret inavoué. Certains évoquaient des disparitions semblables, ailleurs, dans d'autres villages reculés des années 80. Mais aucune piste ne résistait plus de quelques jours à l'usure des faits. Au fil des mois, l'affaire devint une ombre. Les photos de Claire et Antoine, figées derrière les vitrines du bureau de poste et de l'épicerie, se décoloraient sous le soleil. Les regards baissés des voisins, incapables de parler autrement que par des chuchotements. On vivait désormais avec cette absence comme on vit avec une cicatrice, visible mais indicible. Et puis, rien. Silence. Jusqu'à ce qu'un quart de siècle plus tard, dans une maison promise à la démolition, un ouvrier fasse un geste anodin. Il souleva une planche du plancher. Ce qu'il trouva n'était pas un corps, ni une arme, mais une valise. Une vieille valise en cuir brun, rongée par l'humidité, scellée par la poussière. À l'intérieur, un objet inattendu.
un journal intime. Relure usée, pages tachées par le temps, mais mots toujours vivants. Des mots qui allaient reconfigurer toute l'histoire, car ce journal n'était pas celui de Claire, ni celui d'Antoine, mais d'un troisième protagoniste dont personne, jusqu'alors, n'avait soupçonné l'existence. L'ombre entra dans la lumière. Ce journal commençait des années plus tôt, en 1987, bien avant la disparition. Chaque page semblait suinter la jalousie, la rancune, la fascination maladive. L'auteur décrivait Claire et Antoine avec une précision qui glaçait le sang, les horaires de leur sortie, la couleur de leurs vêtements, jusqu'au parfum qu'elle utilisait. Comme si toute leur vie avait été observée, cataloguée, consignée dans le secret d'une obsession. C'était la première fois que l'enquête obtenait une voix. Une voix qui parlait à la première personne, crue, nue, violente. Pas une confession directe, mais un labyrinthe de phrases où l'on sentait que la vérité se tordait, se cachait derrière les métaphores. On y lisait l'obsession de posséder, l'amertume de l'exclusion, et la conviction que l'histoire de Claire et Antoine devait se terminer d'une seule façon, par l'effacement. D'un seul coup, ce qui avait été un mystère passif devenait une chasse. Les enquêteurs reprirent les archives, les photographies, les témoignages. Chaque nom effleuré par le journal devenait suspect. Chaque détail oublié depuis 1993 prenait un nouveau sens. Qui avait accès à la maison? Qui connaissait leurs habitudes au point de décrire la couleur des rideaux de leur chambre? Qui, dans ce village où tout le monde semblait se connaître, avait su rester invisible tout en étant si proche? À mesure que l'on tournait les pages, un visage se dessinait. Pas celui d'un étranger venu de nulle part, pas celui d'un criminel organisé, mais d'un voisin. Un visage banal, presque effacé, que personne n'aurait jamais désigné du doigt. Et c'était peut-être là, le plus glaçant. Le monstre avait toujours été présent, assis à la même terrasse, croisant les mêmes regards, buvant les mêmes cafés. Mais ce que le journal ne disait pas encore, c'était le lieu. Où étaient passés Claire et Antoine? Comment leur disparition avait-elle pu rester sans trace pendant 25 ans? Et surtout, pourquoi ce journal, soigneusement rangé dans une valise, avait-il été caché sous ce plancher, comme une bombe à retardement destinée à exploser au moment opportun? Chaque mot lu dans ce carnet devenait une pièce d'un puzzle plus vaste. Un puzzle qui n'allait pas seulement révéler un meurtre, mais aussi la mécanique complexe de l'obsession humaine, de la violence invisible, et de cette frontière ténue entre normalité et folie. Et tandis que les enquêteurs replongeaient dans cette encre délavée par le temps, une certitude les traversait. Ce n'était pas seulement une affaire criminelle, c'était une histoire de possession, d'effacement et d'une vérité enterrée vivante. Le carnet, posé sur la table d'un bureau d'expertise, devenait plus qu'un objet. Il était une voix ressuscitée, une main qui écrivait encore à travers le temps. Les experts graphologues s'attardèrent sur l'écriture nerveuse, tantôt serrée, tantôt dilatée, comme si l'auteur oscillait entre la maîtrise glacée et les débordements de pulsions. Chaque ligne tremblait d'une énergie sombre, un rythme intérieur où se mêlaient désir et haine. L'encre, parfois effacée, laissait deviner des mots grattés, recouverts, réécrits, comme si l'auteur lui-même avait hésité à montrer l'ampleur de son délire. Les enquêteurs savaient qu'ils avaient là une arme à double tranchant, car ce journal, aussi précis qu'il paraissait, pouvait n'être qu'un piège, une fiction maladive sans rapport direct avec la disparition. Mais ce qu'il contenait, c'était une intimité telle avec la vie de Claire et Antoine qu'aucun doute n'était permis. Cette plume appartenait à quelqu'un de terriblement proche. On y lisait leurs habitudes matinales, la marque de leur voiture, les soirs où Claire corrigeait des cahiers trop tard, les week-ends où Antoine réparait son vélo dans le jardin. Tout était consigné, comme un inventaire de leur existence, une archive parallèle, clandestine. Et au milieu de ces notes, parfois, des phrases éclataient comme des coups de couteau. « Ils ne méritent pas ce qu'ils possèdent. Leur bonheur m'étrangle, je les suivrai jusqu'à la fin. » Ces mots-là n'étaient plus seulement de l'obsession. C'était une déclaration de guerre silencieuse. La police reprit la liste des voisins de l'époque. Ils étaient une trentaine dans le périmètre immédiat, mais les noms évoqués, par fragments, réduisaient le cercle. Dans le journal, l'auteur parlait d'un chien noir qui aboyait chaque soir à 21h, d'une vieille 4L bleue toujours garée devant une épicerie, d'un grenier rempli de journaux poussiéreux. Ces indices, apparemment anodins, correspondaient à des lieux précis du village. L'auteur n'était pas un fantôme. Il vivait là, respirait le même air, partageait les mêmes silences. Les habitants, aujourd'hui vieillissants, se souvenaient vaguement. Certains reconnaissaient la manie d'un homme solitaire qui passait ses journées à observer derrière ses rideaux. D'autres se souvenaient d'un individu qui,
Lors des fêtes de village, restait à l'écart, buvant seul, notant parfois des choses dans un petit carnet. Mais personne, à l'époque, n'avait jugé ses comportements suspects. Dans un village, l'étrangeté se dissout souvent dans l'habitude. Pourtant, une phrase du journal glaça les enquêteurs. Le soir du 17 juillet, tout s'est tu. L'auteur ne décrivait plus seulement, il parlait d'une nuit précise, la nuit même de la disparition. Les mots suivaient « J'ai franchi la frontière ». Puis, une page déchirée. Comme si, au seuil de l'irréparable, l'auteur avait hésité à laisser une trace écrite. Mais la date était là. Lien direct. Le carnet cessait d'être un simple témoignage d'obsession. Il devenait une confession fragmentée. Les archives policières de 1993 furent réouvertes. On relut les procès-verbaux jaunis, les témoignages enregistrés sur cassette. On s'attarda sur ceux qui avaient été jugés incohérents ou insignifiants. Une voisine, à l'époque, avait dit avoir entendu un bruit sourd, comme un meuble qu'on déplace, vers minuit. Mais son témoignage avait été classé comme peu fiable. 25 ans plus tard, il prenait un relief nouveau. Et si ce bruit n'avait pas été un meuble, mais le signe d'un corps déplacé? Chaque détail revenait comme une gifle. Le grenier poussiéreux mentionné dans le journal existait bel et bien. C'était celui d'une vieille maison voisine, appartenant à un certain Henri L., un nom qui à l'époque n'avait jamais retenu l'attention. Homme discret, sans antécédents, perçu comme inoffensif. Mais dans le journal, certains passages semblaient écrits avec une connaissance intime de ce lieu. Sous les journaux, l'air est lourd, les poutres grincent quand on s'y cache. Comment expliquer une telle précision si ce n'était pas le sien? La piste devenait claire. Henri, le voisin solitaire, se retrouvait au centre du labyrinthe. Les enquêteurs modernes, armés des technologies absentes en 1993, décidèrent de fouiller cette maison aujourd'hui abandonnée. Les chiens spécialisés marquèrent un point précis, près du mur du sous-sol, une zone de terre remuée puis tassée. Les experts commencèrent à creuser. Ce qu'ils découvrirent, ce ne fut pas immédiatement un corps, mais une série d'objets. Une montre brisée, une boucle d'oreille, un morceau de tissu jauni, tous appartenant à Claire et Antoine, identifiés par leur famille après confrontation. La matérialité du crime, enfin, surgissait de la terre. Le sous-sol devint un tombeau déterré, une arche de preuve restée muette pendant des décennies. Mais là encore, un vide. Pas de restes humains, seulement ces fragments, comme si le cœur du secret se refusait encore à être livré. Dans le carnet, une phrase résonnait soudain. « J'ai effacé, mais je n'ai pas enterré ». Ces mots prenaient alors une autre dimension. Suggérait-il que les corps avaient été déplacés ailleurs, loin du village? Ou signifiait-il quelque chose de plus métaphorique, une volonté de nier l'existence même de Claire et Antoine, de les réduire à une absence, l'absence? Ce fut toujours elle, le moteur du mystère. Non seulement l'absence physique du couple, mais l'absence de réponse, l'absence de traces, l'absence de mémoire claire dans un village trop habitué à se taire. Et pourtant, le journal parlait. Dans ses pages griffonnées, l'auteur évoquait un voyage nocturne, une route déserte, un bois traversé. L'indication restait floue, mais assez précise pour dessiner une carte mentale. Les enquêteurs comparèrent ces descriptions aux forêts environnantes, aux routes de campagne. Un lieu revenait souvent, une clairière située à 10 km du village, connue seulement des chasseurs et des adolescents en quête d'ivresse nocturne. C'est là que les recherches se concentrèrent. Des drones survolèrent la zone, des équipes fouillèrent le sol. Et un matin de novembre, sous les racines d'un vieux chêne, les fouilleurs tombèrent sur une cavité. À l'intérieur, des ossements humains, 2 squelettes, côte à côte, liés par des fragments de tissu. Claire et Antoine venaient enfin de réapparaître, 25 ans après leur disparition. Le silence qui suivit cette découverte fut plus lourd que toutes les rumeurs, plus glaçant que toutes les hypothèses. Car soudain, le mystère n'était plus une histoire racontée à demi-mot. C'était une réalité. Une vérité dure comme la terre qui recouvrait ses corps. Mais l'affaire ne faisait que commencer. Car trouver les corps, c'était ouvrir une nouvelle question. Comment ces jeunes gens avaient-ils été conduits là? Quelle mécanique infernale les avait arrachés à leur lit cette nuit de 1993? Et surtout, pourquoi Henri, ce voisin invisible, avait-il choisi de dissimuler un journal qui, tôt ou tard, allait pointer vers lui? Était-ce une confession ou une provocation? Le village, une fois encore, fut saisi par le vertige, car chacun comprenait désormais que pendant 25 ans, ils avaient vécu côte à côte avec l'assassin.
Henri, un prénom banal, presque effacé dans le répertoire du village, un nom qui n'avait jamais éveillé la méfiance. Et pourtant, à présent, il devenait le centre de gravité de toutes les questions, l'ombre qui donnait enfin un visage à ce mystère. Les enquêteurs, armés de ce journal intime, décidèrent de retracer la vie de cet homme silencieux. Ils retrouvèrent des photos d'époque, un visage mince, les yeux légèrement enfoncés, un sourire rare, presque crispé, rien de menaçant en apparence, rien qui puisse prédire la noirceur qu'ils allaient découvrir. Henri avait été perçu comme un voisin discret, presque effacé. Il vivait seul, dans une maison héritée de ses parents, travaillait quelques heures comme manutentionnaire dans un entrepôt et passait le reste de son temps à bricoler ou à s'occuper de son jardin. Mais derrière cette façade d'ordinaire, le journal révélait un autre monde, celui d'un observateur compulsif, d'un homme qui avait transformé la vie de Claire et Antoine en théâtre intime, scruté à travers les fissures de ses rideaux. Chaque sourire échangé entre eux devenait pour lui une gifle. Chaque geste de tendresse qu'il surprenait se transformait en une blessure rouverte. La psychologie d'Henri se dessinait comme une mécanique fragile, rongée par l'obsession. Les psychiatres mandatés pour analyser ses écrits parlèrent d'un délire d'appropriation, une pathologie où l'individu considère que la vie des autres lui appartient, qu'il en est le spectateur légitime, mais aussi, à terme, l'arbitre. Chez lui, le couple Claire et Antoine représentait à la fois l'idéal inaccessible et l'injustice suprême, l'amour qu'il n'avait jamais connu. L'interrogatoire fut organisé dans une salle nue, éclairée par une lampe crue. Henri, vieilli par les années, cheveux gris épars, mains tremblantes, se retrouva face aux enquêteurs. Son regard, pourtant, n'était pas celui d'un homme effondré. Il avait la fixité de ceux qui se savent déjà piégés, mais qui refusent de céder. Quand on posa devant lui le journal intime, ses yeux s'illuminèrent d'une étrange flamme, comme si cet objet était plus qu'une preuve, un prolongement de lui-même. « C'est votre écriture ?» demanda l'enquêteur d'une voix sèche. Henri resta silencieux quelques secondes, caressant du regard la reliure usée. Puis il sourit, un sourire maigre, et dit seulement « Qui d'autre pourrait écrire avec autant de vérité ?» Ce fut la première fissure, une confession voilée, mais une confession tout de même. Pourtant, lorsqu'on évoqua directement la disparition de Claire et Antoine, Henri s'enferma dans des phrases opaques. Ils étaient trop lumineux. « J'ai voulu corriger le monde. Ce qui brille trop fort finit toujours par s'éteindre. » Chaque mot sonnait comme une énigme, chaque phrase comme un piège tendu à ceux qui cherchaient une logique. Les enquêteurs insistaient. Où avait-il été emmené? Pourquoi cette clairière? Pourquoi ce sous-sol rempli de traces et d'objets? Henri ne répondait pas. Il se contentait de poser des questions en retour. Savez-vous ce que c'est? Vivre dans l'ombre? Savez-vous ce que c'est? Observer la lumière sans jamais pouvoir y entrer? Son discours glissait de l'aveu à la justification, de la confession à la philosophie morbide. Dans le journal, certains passages éclairaient cette folie. On y lisait « J'ai attendu le moment où il serait vulnérable, le sommeil, ce royaume fragile où l'on ne se défend pas. » Puis une description crue de pas sur un parquet, de respirations interrompues, de 2 silhouettes tirées hors de la maison. Rien de sanglant, rien de spectaculaire. Une effraction silencieuse, méthodique, calculée, comme si Henri avait planifié cette nuit depuis des années, comme si chaque seconde avait été anticipée. La psychiatrie criminelle a souvent parlé de « passage à l'acte ritualisé », où l'assassin met en scène son crime comme l'accomplissement d'un fantasme. C'était exactement ce que révélait ce texte. Henri n'avait pas tué par impulsion, mais par aboutissement. Son obsession, nourrie jour après jour, avait fini par se cristalliser en un acte qu'il jugeait inévitable. Pour les enquêteurs, cette mécanique glaçante révélait une vérité brutale. Claire et Antoine n'avaient jamais eu une chance. Ils étaient condamnés dès lors qu'ils avaient éveillé, sans le savoir, le regard de ce voisin. Leur seule faute avait été d'exister dans son champ de vision. Mais alors pourquoi le journal? Pourquoi laisser une trace aussi détaillée, risquant de trahir son crime? Les experts avancèrent une hypothèse terrifiante. Henri n'avait pas écrit pour se cacher, mais pour survivre à travers le récit, comme s'il savait qu'un jour, son œuvre serait découverte, lue, interprétée. Le journal n'était pas une erreur, c'était un legs, une manière de graver son crime dans l'histoire. Dans la salle d'interrogatoire, Henri confirmait cette idée sans la dire clairement. « Les mots sont plus forts que les faits », lâcha-t-il un soir, alors qu'on le pressait de donner des détails. Les corps disparaissent, mais l'écriture reste. Et à ce moment précis,
les enquêteurs comprirent qu'ils avaient affaire à un homme pour qui la disparition n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique. Effacer Claire et Antoine du monde réel pour les recréer dans un univers qu'ils contrôlaient, celui de ses carnets. Cette révélation posait une question vertigineuse. Henri avait-il agi seul ? Car certaines pages du journal semblaient impliquer une complicité, une autre voix entre les lignes. On y lisait par exemple « Nous avons marché ensemble dans la nuit » ou encore « Il m'a aidé à porter ce poids ». Des phrases qui laissaient entendre une présence supplémentaire, mais jamais aucun nom, jamais aucune initiale. Était-ce une invention, une projection délirante ou la trace d'un complice resté dans l'ombre ? Les enquêteurs reprirent alors l'historique du village. En 1993, Henri fréquentait parfois un cousin éloigné, un homme à la réputation trouble qui avait quitté la région peu après la disparition. Aucun lien direct n'avait été établi à l'époque, mais dans la lumière nouvelle du journal, cette coïncidence paraissait trop lourde pour être ignorée. La tension monta, car si un complice avait existé, cela signifiait qu'une partie de l'affaire demeurait encore enfouie. Et peut-être que le journal n'était qu'un fragment d'une vérité plus vaste, plus sombre. Mais ce que personne ne pouvait ignorer, c'était la violence nue du passage à l'acte. Le médecin légiste, en examinant les ossements retrouvés, confirma que les deux victimes avaient été attachées, probablement maintenues vivantes, quelques heures avant leur mise à mort. Les fractures sur les côtes et les traces sur les poignets racontaient une lutte désespérée. Le fantasme d'Henri s'était transformé en une scène de terreur prolongée, où Claire et Antoine avaient été réduits à des objets de son délire. L'image glaçante d'un sous-sol obscur, deux jeunes vies entravées, un homme assis face à eux avec son carnet à la main, notant leurs moindres gestes, s'imposa aux enquêteurs comme une vision insoutenable. Ce n'était plus seulement un crime, c'était une mise en scène, un théâtre macabre dont Henri était à la fois l'auteur et le spectateur. Et quand, à la fin de l'interrogatoire, on lui demanda pourquoi ce couple et pas un autre, Henri eut cette réponse glaciale. Parce qu'ils étaient parfaits, et la perfection n'existe pas. Le mot « complice » résonnait désormais comme une fracture dans le silence déjà oppressant de l'affaire. Si Henri n'avait pas agi seul, alors l'ombre d'un second bourreau planait encore sur le village, et cette idée glaçait davantage les enquêteurs que la confession voilée d'Henri lui-même. Car si une autre main avait participé à l'effacement de Claire et Antoine, cette main, peut-être, respirait encore quelque part en liberté. On fouilla les archives judiciaires, on remonta la généalogie, on interrogea les survivants de cette époque. Un nom revenait, ténu, comme une cicatrice mal refermée. Celui de Lucien, un cousin d'Henri, qui avait quitté la région peu après juillet 1993. Lucien, l'homme à la réputation trouble, connu pour ses petits trafics et ses colères imprévisibles, mais jamais inquiété sérieusement par la justice. À l'époque, son départ précipité avait été perçu comme une fuite banale, une recherche de travail ailleurs. Aujourd'hui, il apparaissait comme une ombre projetée sur le cœur même du drame. Les enquêteurs s'attachèrent aux phrases ambivalentes du journal. « Nous avons marché ensemble dans la nuit. Il a tenu la lampe pendant que je portais. Ses mains tremblaient, mais il a obéi. » Autant de fragments qui semblaient désigner une présence secondaire, non pas l'instigateur, mais le complice contraint ou fasciné. Chaque mot était comme une balafre, révélant une chorégraphie macabre partagée. Lucien fut retrouvé dans une petite ville à 200 km, vivant modestement, effacé, travaillant comme gardien de nuit. Quand on lui annonça que les enquêteurs voulaient l'interroger au sujet d'Henri, son visage se crispa immédiatement. Il affirma n'avoir plus eu aucun contact avec son cousin depuis des décennies. Mais ses yeux trahissaient autre chose, la peur. Une peur ancienne, ravalée, comme celle d'un homme qui attend depuis longtemps que son passé le rattrape. Au cours des premiers interrogatoires, Lucien nia toute implication. Pourtant, certains détails qu'il donna furent incohérents. Quand on lui demanda où il se trouvait la nuit du 17 juillet 1993, il répondit d'abord qu'il dormait chez lui. Puis, pressé, il évoqua un voyage impromptu. Ses souvenirs semblaient tordus, fragiles, comme s'il récitait une version apprise par cœur mais fissurée par le temps. L'étau se resserrait. Car dans le journal, l'auteur parlait d'un témoin silencieux, d'un frère de sang, d'un double invisible. Les experts analysèrent ces termes. Il ne s'agissait pas seulement d'une figure symbolique. Henri semblait avoir transformé Lucien en extension de lui-même, le contaminant de son délire, l'enchaînant à son crime par la complicité forcée. Mais comment prouver cette coaction après 25 ans ?
Les preuves matérielles s'étaient effacées, les témoins se taisaient et seul le journal persistait comme voix accusatrice. On fouilla l'ancienne chambre de Lucien dans la maison familiale. Sous une latte branlante, les enquêteurs mirent la main sur un objet oublié. Une lampe torche des années 90, recouverte de poussière mais encore intacte. Sur le métal oxydé, des traces microscopiques furent relevées. L'analyse ADN révéla un choc, un fragment génétique appartenant à Claire. Preuve infime mais irréfutable, cette lampe avait bel et bien éclairé le drame. Confronté à ce résultat, Lucien se brisa. Il ne cria pas, il ne protesta pas. Il se contenta de baisser les yeux et de murmurer « Je ne voulais pas, c'était lui. Je n'ai fait que tenir la lumière. » La mécanique du crime se dévoilait alors avec une précision terrifiante. Henri, le maître du jeu, avait conçu chaque geste, chaque silence. Lucien, pris dans le filet familial et psychologique, avait servi de bras secondaire, non par volonté, mais par soumission. Il avait porté, éclairé, suivi. Pas par cruauté, mais par incapacité à résister. Et pourtant, son rôle l'avait rendu aussi coupable que l'instigateur. Ce fut là que la justice rencontra son paradoxe. Comment juger un complice qui, certes, avait contribué au crime, mais sous l'emprise d'un cousin dont l'obsession dévorante l'avait écrasé? Était-il un bourreau ou une victime collatérale? La frontière entre culpabilité et asservissement se brouillait dans le regard fiévreux des enquêteurs. Pendant ce temps, Henri observait le processus depuis sa cellule comme un metteur en scène satisfait. Quand on lui annonça l'arrestation de Lucien, il eut un rictus étrange. Vous voyez, même l'ombre laisse une trace. Sa phrase sonnait comme une victoire, comme s'il avait voulu depuis le début que son complice soit entraîné dans la lumière du scandale. Le journal, caché sous ce plancher, n'était peut-être pas seulement un legs pour la postérité, mais aussi un piège destiné à faire tomber Lucien tôt ou tard. Une vengeance différée, un filet tendu au fil des années. La presse s'empara de l'affaire avec une avidité féroce. Les gros titres hurlaient « Le village du silence brisé par deux bourreaux ». Le journal de l'obsession révèle un duo infernal. Les habitants, eux, suffoquaient de honte. Comment avaient-ils pu ignorer, pendant toutes ces années, les signes? Comment avaient-ils pu croiser, chaque jour, ces deux hommes sans deviner que, derrière leurs visages ordinaires, se cachaient des meurtriers? Dans le village, on parlait désormais d'une malédiction. Certains anciens se souvenaient d'histoires de disparitions passées ailleurs, dans des hameaux voisins, des crimes jamais élucidés. Et une question obsédante se murmurait dans les cafés. Henri et Lucien étaient-ils responsables seulement de Claire et Antoine? Ou leur folie avait-elle frappé ailleurs, bien avant 1993? L'idée glaçait le sang, car si d'autres victimes existaient, elles reposaient encore dans l'ombre, dissoutes dans le silence des campagnes. Le journal, peut-être, contenait des allusions voilées, mais la vérité se diluait dans ces phrases codées, ces métaphores empoisonnées. Le ruisseau a bu plus d'une fois, écrivait-il à une date antérieure. Que signifiait cette phrase? Était-ce un souvenir crypté d'un autre crime? Les enquêteurs, désormais, fouillaient chaque mot, chaque page, chaque rature. Le carnet devenait une carte, une énigme, un livre sacré de la noirceur. Mais plus ils le lisaient, plus ils comprenaient que l'esprit d'Henri ne livrait jamais tout. Il suggérait, insinuait, effleurait, comme si la vérité entière lui appartenait encore, et qu'il refusait de la céder. Au tribunal, l'affaire prit une tournure hallucinante. Henri, face au juge, resta imperturbable, refusant d'exprimer le moindre remords. Lucien, lui, oscillait entre larmes et silence, incapable d'articuler une défense claire. Les familles de Claire et Antoine, après 25 ans d'attente, se retrouvaient face à deux hommes dont l'humanité semblait dissoute. Et la salle entière, en les regardant, comprit une chose effrayante. Parfois, les monstres ne hurlent pas. Ils chuchotent, ils observent, ils notent, et ils se fondent dans le décor jusqu'à devenir invisibles. Ce fut alors que la phrase d'Henri, lors d'un dernier échange, glaça même les magistrats. « Je ne suis pas coupable, je suis l'auteur. » Et les auteurs ne regrettent jamais leur œuvre. Le procès s'ouvrit dans une salle glaciale, saturée d'attentes et de regards. Les bancs étaient pleins, les caméras braquées, les micros avides. 25 ans de silence se concentraient dans cet espace clos, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Les portraits de Claire et Antoine, projetés sur un écran, dominaient l'assemblée, rappelant à tous que derrière le vacarme judiciaire, il y avait deux absents, deux vies volées. Henri entra, menottes aux poignets.
le pas lent mais assuré. Rien dans son attitude ne trahissait la honte ni la peur. Il avançait comme un écrivain venant présenter son livre, comme un acteur sûr de son rôle. Lucien, en revanche, semblait broyé par le poids de la lumière. Son visage se creusait de rides nouvelles chaque jour, ses mains tremblaient sans cesse. Entre eux, le contraste était saisissant. L'un incarnait la froideur glaciale de l'obsession assumée, l'autre l'effondrement d'une conscience accablée. Dès les premiers jours, la presse transforma le procès en théâtre. Les unes parlaient de « l'écrivain du mal », l'auteur des ténèbres, le cousin de l'ombre. Les journalistes scrutaient chaque mot, chaque geste, chaque silence. La salle vibrait d'une tension presque insoutenable, comme si l'on assistait non pas à un jugement, mais à une représentation tragique écrite d'avance. Le procureur déroula l'acte d'accusation avec une précision chirurgicale. Séquestration, torture, double homicide avec préméditation. Les preuves matérielles, la lampe torche, les objets retrouvés dans le sous-sol, les analyses ADN formaient une trame solide. Mais plus encore, ce fut le journal qui domina les débats. Posé sur le pupitre comme une relique noire, il devint le centre de toutes les attentions. Chaque page lue à voix haute sonnait comme une gifle. Chaque phrase faisait surgir dans l'air la voix fantomatique d'Henri d'il y a 25 ans. « J'ai attendu le moment où le silence les recouvrirait », lisait l'avocat de l'accusation. La salle se figeait. Certains jurés détournaient les yeux, incapables de supporter cette poésie macabre. D'autres notaient fébrilement, comme pour s'assurer que ces mots resteraient gravés dans la mémoire collective. La défense, quant à elle, tenta de faire vaciller la crédibilité du journal. Elle parla de délire, de fiction, d'écrits schizophréniques sans valeur probante. Mais l'évidence, martelée par la concordance avec les découvertes récentes, balayait ses arguments. Le carnet n'était pas un roman, c'était un mode d'emploi du crime, une carte de l'obsession devenue réalité. Lucien, lui, devint l'enjeu d'un autre débat. Était-il le complice volontaire ou la victime d'un cousin dominateur? Les psychiatres décrivirent sa personnalité fragile, influençable, marquée par une dépendance psychologique à Henri. « Il a tenu la lampe », répétait-il en larmes. « Je n'ai fait que tenir la lampe. » Mais cette phrase obsédante ne suffisait pas à l'absoudre. Car tenir la lampe, c'était éclairer le crime, le rendre possible, être l'œil silencieux de la terreur. Les familles de Claire et Antoine prirent la parole. Leur douleur, contenue pendant des décennies, explosa dans des mots simples, tranchants. « Nous avons attendu 25 ans pour enterrer nos enfants », dit la mère de Claire. Sa voix tremblait, mais chaque syllabe portait comme une condamnation. Dans la salle, beaucoup pleuraient. Henri, lui, resta impassible, fixant un point invisible comme si ces mots ne le concernaient pas. Mais le procès prit une tournure encore plus sombre lorsqu'apparut une question inattendue. Et si Claire et Antoine n'étaient pas les seules victimes? Les experts du parquet évoquèrent les passages énigmatiques du journal. Le ruisseau a bu plus d'une fois, d'autres lumières se sont éteintes avant eux. Leur absence n'était qu'un prélude. Ces phrases, jamais élucidées, planaient comme des ombres supplémentaires. La rumeur enfla aussitôt. Dans les archives régionales, on redécouvrit 2 affaires classées sans suite. La disparition d'une adolescente en 1988, jamais retrouvée, et celle d'un vagabond en 1991, dont les affaires personnelles avaient été découvertes près du village. À l'époque, personne n'avait soupçonné Henri. Mais aujourd'hui, ces disparitions prenaient une teinte nouvelle. Les similitudes, les coïncidences, les silences devenaient des preuves potentielles. La défense protesta, parlant de procès dans le procès, de spéculations destinées à diaboliser davantage l'accusé. Mais le mal était fait. L'opinion publique, déjà électrisée, voyait désormais en Henri non pas un meurtrier, mais un prédateur en série. Et chaque mot du journal alimentait cette vision, comme si Henri avait volontairement laissé planer l'ambiguïté pour nourrir son propre mythe. Le tribunal se transforma en une arène philosophique autant que judiciaire. Les experts débattaient « Henri était-il un psychopathe lucide, un pervers narcissique ou un délirant schizophrène? Était-il conscient de ses actes ou prisonnier de son délire scriptural ?» Chaque diagnostic se heurtait à un fait brut, 2 corps, 2 vies, 2 destins brisés. Quelle que soit la case où l'on tentait de le ranger, Henri avait tué, et tué avec une précision effrayante. Un soir, lors d'une suspension d'audience, un journaliste réussit à approcher Henri et lui lança « Avez-vous des regrets ?» Henri tourna la tête, le regard fixe, et répondit doucement « Un écrivain ne regrette pas ses chapitres. » Cette phrase, reproduite dans tous les journaux, scella l'image publique de l'accusé. Il n'était plus seulement un criminel,
Il était devenu une figure de l'horreur, une icône noire de la littérature macabre. Et ce fut peut-être là la victoire ultime qu'il cherchait, exister, même dans l'infamie, à travers la mémoire collective. Pendant ce temps, Lucien se débattait dans ses contradictions. Il avoua finalement avoir aidé à transporter les corps dans la clairière sous la contrainte psychologique d'Henri. Mais il jura ne pas avoir participé à la mise à mort. Les experts divisés s'affrontèrent. Était-il manipulé ou acteur volontaire? La ligne de crête entre la peur et la complicité se brouillait sous les néons du tribunal. Et au fil des jours, une certitude s'imposait. Ce procès n'apporterait jamais une réponse totale. Le journal, dans son ambiguïté, avait ouvert plus de questions qu'il n'en avait résolues. Oui, Claire et Antoine avaient été retrouvés. Oui, leur bourreau était jugé. Mais l'ombre des possibles autres victimes planait, et l'attitude glaciale d'Henri entretenait cette atmosphère d'inachevé et d'insaisissable. Quand la parole fut donnée à Henri pour conclure sa défense, il se leva lentement, croisa les regards des jurés et dit d'une voix calme « Vous me jugez comme un homme, mais je ne suis pas un homme. Je suis l'histoire que vous lirez encore quand vos noms auront disparu. » Un silence de plomb s'abattit, car dans cette phrase, il n'y avait pas de folie apparente, pas de délire désordonné. Il y avait une lucidité effrayante, celle d'un homme qui savait exactement ce qu'il laissait derrière lui, une trace indélébile. Le jour du verdict arriva et le tribunal débordait. Les bancs n'étaient plus seulement occupés par les familles et les habitants du village, mais aussi par des inconnus venus de loin, attirés par l'onde de fascination malsaine qui entourait désormais l'affaire. Certains voulaient de voir le monstre de près, d'autres cherchaient à comprendre comment une banalité humaine avait pu se transformer en abîme. On respirait un air saturé d'électricité, comme si chaque seconde annonçait une explosion imminente. Le président lut la décision dans un silence qui broyait les poumons. Henri fut reconnu coupable de séquestration, de torture et de double homicide avec préméditation. Peine de réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Lucien, quant à lui, fut condamné à 20 ans de prison pour complicité d'enlèvement et d'homicide. 2 destins scellés, 2 verdicts qui résonnaient comme une tentative de clore un chapitre trop longtemps ouvert. Mais au moment où les menottes claquèrent sur les poignets d'Henri, son visage resta impassible. Aucun effondrement, aucun cri. Au contraire, un léger sourire fendit ses lèvres, comme si ce verdict n'était que l'ultime ligne d'un récit qu'il avait lui-même anticipé. Dans la salle, certains jurés frissonnèrent. On avait l'impression qu'il sortait vainqueur malgré sa condamnation, car son nom, désormais, ne disparaîtrait plus jamais. Pour les familles, le soulagement fut mêlé de vertige. Oui, justice avait été rendue, mais comment apaiser un deuil suspendu pendant 25 ans? Comment combler ce vide, quand les mots du journal, les images évoquées, restaient plantés dans la mémoire comme des aiguilles? Ce verdict n'était pas une fin, mais une cicatrice qui ne se refermerait jamais totalement. Et pourtant, alors que l'on espérait refermer l'affaire, une nouvelle faille s'ouvrit, car les enquêteurs, obsédés par les passages énigmatiques du journal, poursuivirent leur vérification en parallèle. La disparition de l'adolescente en 1988, jamais élucidée, réapparaissait. Le journal, à la date de juin 1988, contenait une phrase troublante. La lumière s'est éteinte plus tôt que prévu. Et si était-ce une métaphore ou un aveu? De même, l'affaire du vagabond en 1991, retrouvée sans identité mais dépouillée de ses affaires, reprenait un sens nouveau. Une autre note du carnet, datée de septembre 1991, parlait d'« un corps qui n'intéresse personne », une ombre qu'on efface sans regret. La correspondance glaçait. La police lança alors des fouilles supplémentaires, loin du village, dans des zones boisées mentionnées indirectement par ces pages. Des drones survolèrent des clairières oubliées, des chiens fouillèrent des zones marécageuses. Et en janvier, un fragment d'os humain fut retrouvé dans une forêt à 30 km de là. Les analyses ADN confirmèrent qu'il appartenait à l'adolescente disparue en 1988. La stupeur fut totale. L'affaire Claire et Antoine n'était plus un cas isolé. Elle s'inscrivait dans une série macabre, un cycle invisible de victimes effacées. Henri, désormais, apparaissait comme un prédateur bien plus vaste qu'on ne l'avait imaginé. Interrogé en prison, il accueillit la nouvelle avec un calme terrifiant. Quand on lui annonça que d'autres ossements avaient été retrouvés, il haussa à peine les épaules et dit « Je vous avais prévenu, le ruisseau a bu plus d'une fois ». Cette phrase, devenue emblématique, fut reprise partout, gravée dans les esprits,
comme la signature d'un homme qui se voyait non pas comme un assassin, mais comme un auteur mythifiant son propre crime. La presse parla alors de « la chronique d'un effacement en série ». On fouilla les archives nationales pour retrouver d'autres disparitions non élucidées dans la région. Plusieurs cas suspects réapparurent, tissant une toile qui allait bien au-delà du village. Henri n'avait peut-être pas agi à grande échelle comme un tueur en série classique, mais il avait peut-être choisi à intervalles des victimes symboliques, des silhouettes anonymes qu'il effaçait pour nourrir son délire d'écriture. Cette hypothèse soulevait une question insoutenable. Combien de pages manquaient encore au journal, car des fragments avaient été arrachés, brûlés peut-être, et si ces pages contenaient de la clé de victimes supplémentaires, effacées à jamais. Dans la prison où il fut incarcéré, Henri continuait d'écrire. On saisit plusieurs carnets lors d'une fouille de sa cellule, des phrases énigmatiques, des poèmes noirs, des descriptions obsédantes. Les psychiatres parlaient d'un « écrivain de l'ombre », incapable de vivre sans transcrire, sans inscrire, sans transformer la réalité en récit. Mais cette production posait un dilemme. Fallait-il la détruire pour éviter qu'il ne continue à nourrir son mythe ou la conserver comme preuve potentielle d'autres crimes? Le débat devint national. Certains journalistes exigeaient la publication de ces carnets au nom de la transparence. D'autres dénonçaient une glorification malsaine du monstre. Les familles des victimes, elles, suppliaient qu'on réduise au silence cette plume qui, même derrière les barreaux, continuait de leur voler la mémoire de leurs enfants. Pendant ce temps, Lucien s'éteignait en prison. Rongé par la culpabilité, il sombra dans un mutisme presque total. Ses codétenus racontaient qu'il murmurait parfois dans son sommeil « Je n'ai fait que tenir la lampe », comme une incantation, comme une tentative désespérée de s'innocenter devant un tribunal intérieur plus implacable que celui des hommes. L'affaire, loin de se refermer, se dilatait donc, gagnant une ampleur inattendue. Ce qui avait commencé comme la disparition inexpliquée d'un couple en 1993 devenait l'histoire d'un cycle de prédation s'étendant sur plusieurs années, peut-être plusieurs décennies. Un fil noir reliant des destins disparus, un fil dont Henri tenait la plume comme on tient la corde d'une marionnette. Et dans ce vertige, une question revenait sans cesse, lancinante. Henri avait-il vraiment tout écrit, ou avait-il choisi, sciemment, de ne laisser que des fragments, assez pour nourrir le mystère, assez pour garantir qu'on parlerait de lui encore et encore? Les enquêteurs savaient qu'ils avaient affaire à un homme pour qui la vérité n'était pas une obligation, mais une mise en scène. Henri n'était pas seulement coupable de meurtre, il était coupable d'avoir transformé ses crimes en récits, d'avoir arraché aux victimes leur statut d'êtres humains pour les transformer en personnages d'un drame dont il se proclamait l'auteur. Un soir, un enquêteur, en relisant le journal, nota une phrase passée inaperçue. « Le plus grand crime n'est pas de tuer, mais de faire croire qu'ils n'ont jamais existé. » Cette phrase, plus que toutes les autres, révélait peut-être le cœur du délire d'Henri. Effacer non seulement les corps, mais les mémoires. Réécrire la réalité jusqu'à ce qu'elle ne laisse derrière elle que des ombres. C'était là, sans doute, la victoire ultime qu'il cherchait. Devenir le narrateur d'une histoire dont les vivants eux-mêmes ne pouvaient plus contrôler le récit. Les carnets retrouvés dans la cellule d'Henri étaient déposés sur une longue table, sous scellés comme des reliques empoisonnées. Les experts les feuilletaient avec des gants, chaque page crissant comme une mue de serpent. Les mots se répétaient, obsédants, mais jamais identiques. L'écriture, plus tremblée que dans le journal initial, conservait pourtant cette nervosité qui semblait ronger le papier. Ce n'étaient plus des descriptions de Claire et Antoine, mais des fragments dispersés. Des silhouettes anonymes, des nuits de routes désertes, des forêts humides, des flammes dans l'obscurité. Rien de concret, rien de daté. Mais assez pour nourrir l'idée que son œuvre continuait. Les psychiatres se divisèrent à nouveau. Certains affirmaient que ces carnets n'étaient que le délire d'un prisonnier obsédé par sa propre légende. D'autres, plus prudents, y voyaient la cartographie codée de crimes encore cachés. Henri ne parle jamais frontalement, rappela un expert. Il écrit comme on tend un piège, laissant deviner sans jamais dire. Chaque métaphore pourrait correspondre à un fait réel ou n'être qu'un brouillard destiné à nous égarer. Un passage glaça particulièrement les enquêteurs. « J'ai planté mes ombres dans des champs où personne ne regarde. J'ai confié mes secrets à la terre qui avale. » Était-ce une confession cryptée? Était-ce encore une mise en scène? Le doute devenait insoutenable. La presse, flairant le scandale, transforma cette découverte en feuilleton quotidien. Chaque matin, les journaux titraient sur « Les carnets maudits », « L'écriture du crime », « Le monstre qui ne cesse d'écrire ». Les familles des victimes protestaient avec véhémence.
Chaque publication publique des phrases d'Henri ravivait leur douleur, redonnait au meurtrier la place qu'il avait toujours cherchée, celle d'un auteur. Mais comment faire taire une écriture qui, à elle seule, semblait dicter le rythme de l'affaire? Dans le village, l'onde de choc persistait. Les habitants ne pouvaient plus marcher dans leurs rues sans sentir le poids des regards extérieurs. Leur nom de lieu s'était transformé en symbole national de l'horreur, un de ces noms qu'on prononce en frissonnant, associés pour toujours à un crime. Certains brûlaient encore les photos anciennes où apparaissait Henri, comme pour effacer sa trace. Mais d'autres, paradoxalement, conservaient ces images, convaincus qu'il fallait se souvenir, ne pas nier qu'il avait existé. Le village tout entier se divisait entre ceux qui voulaient oublier et ceux qui refusaient l'effacement. Pendant ce temps, en prison, Henri continuait d'imposer son rythme. Les gardiens racontaient qu'il écrivait chaque jour des heures entières, comme possédé. Parfois, il lisait à voix haute ses propres phrases, comme s'il se récitait à lui-même. « Je suis le scribe de l'absence », répétait-il. « Je donne forme au vide. » Eso. Les autres détenus l'évitaient, non par peur physique, mais parce qu'il dégageait une aura d'inquiétante étrangeté, un calme trop froid, un silence trop dense. Les enquêteurs, eux, s'acharnaient sur les passages énigmatiques des carnets. Une phrase revenait souvent. « Là où les pierres s'ouvrent, j'ai laissé ma marque. » On envoya des équipes dans des carrières abandonnées, des grottes oubliées. Mais chaque piste se transformait en impasse, chaque fouille en silence. Comme si Henri avait anticipé ce jeu, multipliant les leurs pour disperser ceux qui le traquaient encore. Et puis, un soir, l'un des enquêteurs fit une découverte étrange. En confrontant les carnets d'Henri avec des archives locales, il retrouva une correspondance subtile entre certains mots et de vieilles coupures de journaux. Un incendie en 1985, un accident de chasse en 1990, une noyade en 1992. Chaque événement, officiellement classé comme accident, correspondait à des fragments du carnet. L'hypothèse devint terrifiante. Henri ne se contentait pas de décrire ses propres crimes, il recyclait aussi des drames réels, s'appropriant les morts des autres comme s'ils avaient été les siennes. Ainsi la question prenait une dimension vertigineuse. Combien de ces pages racontaient des meurtres qu'il avait commis et combien racontaient des drames qu'il avait volés à la réalité pour nourrir son mythe? Henri brouillait délibérément la frontière, se plaçant à la fois comme assassin et comme chroniqueur de la mort en général. Les magistrats, confrontés à ce dilemme, choisirent une voie pragmatique. Ils classèrent les carnets comme matériaux potentiellement probants, mais refusèrent leur publication intégrale. La décision divisa la société. Certains y virent une censure, d'autres une protection nécessaire contre la fascination morbide. Mais tous savaient que, d'une façon ou d'une autre, les mots d'Henri finiraient par filtrer, nourrissant encore la légende. Lucien, depuis sa prison, reçut la nouvelle des carnets avec un effondrement supplémentaire. Il avoua à son avocat craindre que son nom soit mêlé à d'autres crimes. « Je n'ai participé qu'une fois, » répétait-il. « Je n'ai fait que tenir la lampe cette nuit-là. » Mais la rumeur publique, alimentée par la plume d'Henri, commençait à le considérer comme un complice plus vaste. Le piège s'était refermé sur lui aussi, condamné non seulement par ses actes, mais par les mots d'un cousin qui l'enchaînait au-delà du réel. Et c'est alors qu'apparut la dimension la plus effrayante. Car Henri, dans une lettre interceptée par les surveillants, adressée à un journaliste, écrivait « Vous croyez que mon histoire est terminée? Elle ne fait que commencer. Chaque fois que vous lirez mes phrases, je serai encore là, vivant. » Cette lettre, rendue publique, fit scandale, car elle révélait ce que beaucoup craignaient. Henri n'avait jamais voulu cacher ses crimes. Il avait toujours voulu qu'ils soient lus, relus, interprétés. Son obsession n'était pas seulement de tuer, mais de survivre à travers l'écriture, de transformer le meurtre en texte et le texte en immortalité. Les philosophes commencèrent à s'emparer de l'affaire, publiant des tribunes sur le monstre narratif, le criminel auteur, l'obsession de l'effacement et de la trace. On comparait Henri à d'anciens cas, des meurtriers qui avaient laissé des journaux ou des lettres, mais jamais, disait-on, avec une telle volonté de créer une œuvre. Car c'était bien ainsi qu'il se voyait, non comme un criminel, mais comme un auteur tragique dont les personnages avaient payé de leur vie. Et dans cette dérive, le plus glaçant fut de constater que, d'une certaine manière,
il avait réussi. Car on parlait de lui encore et encore, dans les journaux, à la télévision, dans les cafés. Son nom s'était inscrit dans la mémoire collective, au même titre que ses victimes, parfois même davantage. Et cela posait une question insupportable. Le crime n'était-il pas pour lui qu'un moyen d'écrire dans la chair du monde? Dans le silence de leur prison, il continuait, plume en main, à gratter le papier, et chaque grattement résonnait comme une menace. Tant que ces phrases existeraient, l'histoire ne se refermerait jamais. Dans le silence épais de sa cellule, Henri écrivait encore. Le grattement de son stylo résonnait comme une respiration artificielle, un souffle qui refusait de s'éteindre. Les gardiens disaient qu'il écrivait jusqu'à l'épuisement, que sa main tremblante traçait des lignes même dans l'obscurité. Chaque nuit, la prison résonnait de cette obstination. L'homme qui avait voulu effacer des vies continuait d'exister à travers les mots, transformant les murs de béton en pages invisibles. Mais dehors, au-delà des barreaux, la vie poursuivait son cours, marquée pour toujours par l'affaire. Les familles de Claire et Antoine tentaient de reconstruire un semblant de paix. Elles avaient désormais une tombe où se recueillir, mais pas de répit véritable. Car chaque souvenir de leurs enfants était contaminé par la voix du journal, par ces phrases qui avaient transformé leur mort en littérature noire. Nous voulons qu'ils restent Claire et Antoine, pas des personnages d'un monstre, disait le frère d'Antoine lors d'une interview. Mais comment arracher leur prénom à l'ombre d'Henri, quand son récit avait déjà envahi la mémoire collective? La société tout entière se trouvait face à ce dilemme. Comment raconter cette histoire sans céder à la fascination, sans faire du meurtrier l'auteur principal du récit? Comment redonner aux victimes la place centrale qu'elles n'auraient jamais dû perdre? Ce fut là l'un des débats les plus intenses après le procès. Les journalistes, les écrivains, les cinéastes se heurtaient à cette frontière fragile entre témoignage et spectacle, entre mémoire et exploitation. Car Henri, par sa plume, avait imposé ses règles. Même derrière les barreaux, il continuait de dicter le rythme de l'affaire. Ses carnets saisis, ses lettres interceptées, ses phrases divulguées alimentaient sans cesse l'actualité. Il avait transformé son crime en une œuvre ouverte, interminable, où chaque lecteur devenait malgré lui complice, prisonnier de sa narration. Et pourtant, quelque chose résistait. Quelque chose qui échappait à sa main glacée, la mémoire intime, fragile, mais indestructible des proches. Dans la maison familiale de Claire, sa mère conservait encore les cahiers d'école de sa fille, ses dessins d'enfant, ses lettres maladroites. Elle les relisait chaque soir, comme pour réécrire l'histoire à sa manière, contrebalancer les pages noires d'Henri par les mots lumineux de l'enfance. C'est elle qui doit être lue, pas lui, répétait-elle. Cette lutte invisible entre la mémoire des victimes et la légende du meurtrier devint le véritable cœur de l'affaire. Plus qu'une question judiciaire, plus qu'un scandale médiatique, c'était une bataille pour la vérité de l'existence. Henri voulait que l'on se souvienne de lui comme d'un auteur. Les familles voulaient que l'on se souvienne de Claire et Antoine comme d'êtres vivants, aimants, lumineux. Dans les années qui suivirent, des commémorations furent organisées. Chaque 17 juillet, le village se rassemblait dans la clairière où les corps avaient été retrouvés. On y déposait des fleurs, on y lisait des textes, non pas ceux d'Henri, mais ceux écrits par les proches, des poèmes, des souvenirs. C'était une manière de reprendre possession du récit, de redonner aux victimes une voix qui ne pouvait plus être étouffée. Peu à peu, ce rituel devint plus fort que le journal maudit. Mais dans l'ombre, Henri poursuivait son jeu. À travers des phrases sibyllines, il suggérait encore l'existence d'autres victimes. Certains enquêteurs, malgré la lassitude, continuaient de traquer ces indices. On fouilla d'autres forêts, on analysa d'autres disparitions non élucidées. Parfois, on trouvait un fragment d'os, parfois seulement du silence, comme si l'histoire n'avait pas de fin, comme si Henri avait laissé derrière lui une traînée de doutes éternels. Et un jour, il prononça une phrase qui résonna comme une sentence définitive. Lors d'une rare entrevue avec un psychiatre, il déclara calmement « Vous cherchez des corps, mais le vrai crime, ce n'est pas d'enterrer. Le vrai crime, c'est de faire disparaître au point qu'on ne sache plus s'ils ont jamais existé. » Ces mots, plus glaçants que tous les aveux, contenaient le cœur de sa philosophie noire. Henri n'avait pas seulement tué des corps, il avait voulu tuer la mémoire. Son obsession n'était pas seulement de posséder, mais d'effacer, d'écrire et de détruire en même temps. Et c'est là que le récit atteignait son apogée. Le spectateur, le lecteur, chacun de nous se retrouvait face à ce vertige.
Qu'est-ce que la justice peut faire contre celui qui ne cherche pas seulement à tuer, mais à manipuler la mémoire elle-même? Comment juger un homme qui transforme son crime en mythe et sa condamnation en victoire narrative? La voix off se fait alors plus grave, plus lente, comme pour déposer le poids des années. L'affaire du couple disparu en 1993 n'est pas seulement une histoire de crime résolu par un journal intime. C'est une parabole de l'obsession humaine, de la folie qui naît dans le silence, de la frontière fragile entre l'amour et la haine, entre la mémoire et l'oubli. Henri restera derrière les barreaux jusqu'à sa mort, mais ces mots circuleront encore. Et c'est à nous, collectivement, de décider s'ils doivent hanter ou éclairer. Si nous devons répéter son récit, ou au contraire, redonner la parole à Claire et Antoine, aux absents trop longtemps transformés en personnages. Car au bout du compte, le véritable enjeu n'était pas de savoir combien il avait tué, mais de savoir qui nous choisissons de laisser vivre dans nos mémoires, le criminel qui écrit ou les victimes qu'il voulait effacer. Et lorsque le rideau tombe sur ce récit, une dernière image persiste, une valise en cuir brun, rongée par le temps, retrouvée sous un plancher. À l'intérieur, un carnet taché, des mots obsédants, une voix de l'ombre. Et face à cette voix, la lumière fragile d'une fleur déposée sur une tombe, d'un prénom murmuré, d'un souvenir qui refuse de disparaître. Car si Henri a voulu écrire l'effacement, ce sont les vivants qui écrivent la mémoire. Et cette mémoire, elle, ne se laissera jamais enfouir.